Allez, tant pis. Allons-y. C'est ma faute. C'est moi qui avais un peu de retard. Désolé. Impératifs familiaux, je pense que ça arrivera de temps en temps. Alors, on se retrouve ce soir sur les finances des collectivités locales. Ce qui veut tout dire et rien dire. Non, le code du patrimoine, non, on va être beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus simpliste que ça. Donc pourquoi ce thème-là ? Bonne question, c'est normal, c'est moi qui me la pose. Bon, je pense que ça rejoint l'idée de base de la chaîne, qui est pas de s'intéresser à tout, ce qui serait un peu de l'hubris, mais d'intéresser les gens à ce que l'on est en mesure de leur proposer. Enfin, je tourne ça dans le mauvais sens, de proposer des trucs et puis on verra bien si ça intéresse quelqu'un. C'est autant ce qu'on veut faire que ce qu'on peut faire comme communauté. Voilà, hein, tout le monde, je le redis, est invité à partager sa connaissance sur tout thème qui lui chante s'il en a envie. Voilà, c'est un peu le premier axe. Et donc le second, pourquoi ce boulot-là, c'est le second axe qui est né de la lecture des sempiternelles questions. On en parlait d'ailleurs vendredi après très belle salle polyvalente, je sais, elle est magnifique. On en parlait vendredi après la petite session Total War, qui va au-delà des considérations bassement politiques, qui n'ont pas toujours leur place dans la gestion des collectivités, en tout cas au niveau dont on va parler. Mais ces questions sont légitimes, notamment sur le patrimoine local. Patrimoine au sens large, on parle pas que de patrimoine historique. Hein, cette salle polyvalente merveilleuse de la France moche est là pour en témoigner. Donc grossièrement l'idée c'était quoi ? L'idée c'était, mais pourquoi mon église, dans laquelle je fous jamais les pieds, n'est pas rénovée tous les ans et qu'on n'y colle pas des néons, un drive-in au tacos et des cloches en adamantium ? C'est mon maire franc-maçon libre penseur qui fait un complot ? Non, pas forcément. Donc ça c'était l'idée de base. Et ensuite il s'agissait de développer un petit peu la chose. Regardez cette belle église bien délabrée, m'enlever la mousse sur les toits, bordel de merde. Donc là le titre est un peu pompeux. Vous allez voir, on va réduire un peu ça. Le but, c'est vraiment de répondre à une question simple et à quelque chose de profondément terre à terre. C'est pas vraiment les finances des collectivités locales. Le titre est mensonger, mais bon, après tout, je suis Twitcher, YouTuber, donc je peux me permettre de mentir dans mes titres. C'est pas vraiment les finances des collectivités locales, ça prendrait beaucoup trop de temps, mais plutôt le fonctionnement d'une commune au plus réduit. Voilà la base, un peu, on va dire un truc introductif qui permettra de dissiper peut-être quelques incompréhensions que je pense un peu dommageables, parce que la plupart d'entre nous, nous sommes quand même attachés à un bled. Donc j'ai pas la prétention d'être un savant, plus que de dire que l'angle choisi sera le bon, pas plus non plus que de dire que ce sera un traitement exhaustif. Ça je crois que bon, c'est assez clair, l'idée c'est de débroussailler un peu la chose, voilà. On va essayer de faire ça en 45 minutes, 1 heure, une introduction sur le sujet. Je le redis, c'est pas du droit administratif, c'est pas quelque chose de technique, on va à l'essentiel si c'est possible. Voilà, je précise que beaucoup de données sont en libre accès, il y a beaucoup d'informations, de tableurs dont j'ai pu me servir qui sont en libre accès, il n'y a pas de secret dans ce que je raconte. Hop, vous avez ici le site des collectivités locales. Donc on pourrait dire de la discrétion au mieux, même si en fait c'est plutôt du désintérêt parce que objectivement tout le monde s'en branle un peu de savoir comment ça fonctionne. Les gens voient le résultat, ce qui est normal, hein, on a tous autre chose à faire, je blâme pas ça. Mais généralement ça intéresse assez peu les gens. J'ai bien conscience moi-même, plutôt amateur et transmetteur, on va dire, de littérature et d'histoire, que tout ça c'est pas très vendeur. On veut plutôt des batailles, des personnages flamboyants, des ministres même à la limite sur lesquels on peut taper, des déficits importants, des choix industriels et économiques avec lesquels on n'est pas d'accord, et le plus souvent en n'ayant pas la moindre idée de comment ça fonctionne. Ce qui change pas notre droit d'ailleurs de critiquer le résultat, mais c'est bien de savoir un petit peu comment ça marche. Bon. Alors, qu'est-ce que ce titre mensonger et pourquoi parler des 1,9 million d'agents de la fonction publique territoriale sur les, je sais plus, 5 millions et demi, je crois, de fonctionnaires qu'il y a dans le pays. Peut-être parce que la dépense publique des collectivités territoriales au total, c'est 240 milliards quand l'État en dépense 200, que tout le monde mélange tout, et qu'à la fin, c'est toujours un État abstrait qui est aux commandes quand on n'a pas sa place réservée à la brocante communale.
On verra que par association, c'est pas toujours complètement faux non plus, c'est souvent l'État derrière. Mais en tout cas, on l'a vu dans les dernières discussions budgétaires sur les finances des collectivités locales, c'est un vrai sujet. C'est vrai, ouais. Oui, on observe des incompréhensions dans la gestion des infrastructures, des gens et compagnie, ouais. On va essayer de... Si vous pouvez ressortir de ça avec une vague compréhension de comment ça marche concrètement, le but sera rempli, voilà, ça va pas plus loin. Donc de qui est-ce qu'on va parler? Ça c'est un peu la première question, qui va structurer tout qui va sous-tendre tout le propos suivant, et qui va très largement réduire le champ de l'exposé. Autant parce qu'il faut que je simplifie pour la compréhension, et aussi en termes de temps. Sinon ça va prendre beaucoup trop de temps, et on va se disperser, on va se perdre. Il faudrait tout scinder pour chaque collectivité, parce que la plupart n'ont rien à voir en termes d'action, de constitution, de compétences. Mais bon, c'est pas le but. Voilà, donc les collectivités locales, c'est large. Il fallait réduire le spectre, et surtout le mettre à une hauteur qui soit traitable simplement, et traitable aussi par moi-même, hein, je connais pas tout. Donc descendre de la région jusqu'au département, jusqu'à l'EPCI, jusqu'à la commune. Donc qu'est-ce que c'est que le PCI? Je pense que pour tout le monde, la région et le département, c'est à peu près situé, encore que je pense que ce soit situé comme nom, comme frontière, comme appartenance, mais pas forcément comme acteur local. Le PCI, donc l'établissement public de coopération intercommunale. Hop, vous avez la carte ici de tous les EPCI français. Il a moins pour lui la force de la tradition et de l'histoire. Sans doute le plus méconnu de tous. Donc je fais juste un petit point en 3 lignes. Pour ceux qui ne le savent pas, le PCI, on va parler que de la communauté de communes à fiscalité propre, qui sont les plus nombreuses. Le PCI, c'est une structure administrative qui regroupe les communes d'un territoire pour exercer des compétences. C'est un échelon intermédiaire, et c'est surtout de toute façon une obligation légale, c'est-à-dire que chaque commune doit en faire partie. Voilà. Mais le but, c'est une mutualisation des moyens au prix d'une fiscalité supplémentaire. Aujourd'hui, on en a environ 1250 en France. Et au-delà de cette obligation légale, peu importe ce qu'on en pense, il y a bien évidemment des compétences, il faut bien comprendre, qui sont difficilement exercées à l'échelle communale. C'est d'ailleurs le cas de la plupart d'entre elles. Difficultés matérielles, difficulté de penser à un investissement partagé à une échelle qui regroupe plusieurs communes, quand vous êtes individualisé. Ouais, c'est ça, les intercos, ouais. Ouais, bien sûr, et les métropoles en font partie, ouais. Les métropoles sont des EPCI un peu particuliers, mais ouais, ce sont les métropoles, les intercos et compagnie. Mais en gros, voilà, l'idée c'est ça, c'est que vous avez des compétences et des infrastructures qui ne peuvent pas être pensées à l'échelle communale qui est trop restreinte, et qui ne peut pas non plus être pensée à l'échelle départementale, parce que l'échelle départementale est trop étendue. Bref, bon voilà, c'est pas ce qui nous intéresse, le PCI en l'occurrence. Ouais, bien sûr, le Grand Axe voilà, est une communauté de communes ou une communauté d'agglomération, en l'occurrence pour le Grand Axe, je pense. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Voilà, retenez que le PCI, c'est un échelon intermédiaire, c'est ce que la commune ne peut pas faire seule, et c'est ce qui n'est pas non plus pensable à l'échelle du département. Voilà, on passe à autre chose, mais c'était juste pour faire un tout petit point sur le PCI, qui est, je pense, la structure la moins connue. Puis vient donc la commune, c'est ce dont on va parler. Je vous ai mis ici la carte des communes. Bon, c'est une carte absolument affreuse, hein, mais tous ces petits pointillés donc, sont les communes en France. On le dit souvent, que la France est une exception avec ses 35 000 communes, ce qui représente en tout 40% des communes de l'Union Européenne. Donc c'est un chiffre énorme, mais c'est à relativiser parce que... non, elle dit pas grand-chose, la carte, bien sûr. Non, mais tu vois simplement l'ampleur des petits points partout. Voilà, sinon elle te dit aussi autre chose, et on va y venir juste après. Quand tu regardes la délimitation et on va dire le grain de la carte, sud-ouest, mais surtout nord et nord-est. Mais bon, ce sera juste de l'anecdote. Et donc, gros chiffre, mais à relativiser parce que au nombre de communes par habitant, on a des pays qui s'en rapprochent largement. Et en termes de population par commune, vous trouvez quelques pays en Europe qui en ont moins. Voilà, donc on est aussi un grand pays en Europe. Voilà, 40% de l'UE, mais encore une fois, c'est parce qu'on est un des gros pays. Et effectivement, on a cette particularité-là. Donc ce nombre de 35 000, il est assez stable. On en a perdu à peine 10% depuis 1945, souvent par le biais de fusion, qui est un mouvement, la fusion, qui s'est accéléré depuis une grosse dizaine d'années. Mais enfin, c'est une accélération, c'est pas exponentiel. Hein, voilà, c'est une accélération douce. Et ça aura forcément ses limites. Parce qu'on constate sur le terrain, c'est une réalité de terrain, un attachement très fort de la population à sa commune. Et le principe de la fusion, c'est que ce soit volontaire, et la plupart des maires ne sont donc pas tentés de heurter leurs administrés. Je vous ai mis,
On fait la petite transition, vous voyez, c'est ce que je te disais juste avant. Au niveau du nombre de communes, vous avez cette disparité territoriale sur laquelle je me suis jamais penché, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas creusé la question, mais c'est le nord effectivement et l'est qui compte la moyenne de communes la plus élevée par département. Voilà, les chiffres sont disponibles sur Wikipédia ou autre, vous pouvez vous intéresser à ça, mais il y a vraiment dans le nord et l'est un très grand nombre de communes dans les départements. Voilà. Et la Creuse, il y en a aussi un certain nombre. C'est vrai qu'on se. Bah, peut-être plus densément peuplé, c'est possible. Hein. C'est possible que ce soit lié à cette. Mais bon, c'est. Tout est possible. On peut élaborer toutes sortes de possibilités. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Mais il y a des vraies raisons, et je pense que si on y passait 5 minutes, on les trouverait. N'empêche, bon, la commune c'est bien, mais il n'y a pas vraiment de lien entre une métropole et un bled de 50 habitants. Voilà, faut donc choisir le plus pertinent pour notre sujet. Enfin, moi j'ai choisi le plus pertinent, ce que je pense être le plus pertinent, c'est-à-dire une commune typique. Il faut savoir, je vous ai mis aussi le nombre d'habitants, tac. Il faut savoir que, en gros, la moitié des communes françaises, vous le voyez là, elles comptent moins de 500 habitants. Pour autant, ce serait pas forcément typique. C'est pas parce que vous représentez le plus grand nombre que vous représentez vraiment un échantillon intéressant. Donc on va plutôt prendre une commune de moins de 2500 habitants. Ça représente à peu près 30 000 des communes françaises. Là, pour le coup, on a une bonne dose de réalité. Sachant que la population moyenne d'une commune en métropole, c'est de 1800 habitants. Voilà, donc on est en plein dans les standards. On va prendre comme exemple type dans le propos qu'on va tenir et les chiffres que je vais donner d'une commune de 2000 habitants. Voilà. Maintenant qu'on a circonscrit un peu l'objet d'étude, on va pouvoir brosser à grands traits les éléments explicatifs pour répondre à cette question très importante qu'on se pose tous. Pourquoi mon bled construit pas un putain de boulodrome géant? Voilà, encore une fois, pas d'argutie administrativo-juridique, on va parler concret, sans grandiloquence, on va traiter seulement une toute petite parcelle des enjeux. Je regarde, ouais, dans le calendrier, c'est possible, ouais, c'est possible. Je pense que c'est du cas par cas aussi, parce qu'il y a énormément de communes qui ont fait des petits regroupements et compagnie, qui se retrouvent avec un territoire effectivement très étendu. Mais il n'y a pas de réalité territoriale non plus, et vous avez des départements, effectivement, quand ils sont très urbains, pour le coup, ça s'explique assez bien. Le côté agricole joue effectivement beaucoup, et rural, bien entendu, joue énormément dans le nombre de communes. Après, pour des différences entre territoires, j'aurai l'occasion peut-être d'en reparler dans une prochaine discussion sur un département français, la Creuse pour ne pas la nommer. Il y a des différentiels qui s'expliquent aussi par l'histoire. Bon bref, alors comment ça fonctionne? C'est très simple à comprendre. Vous avez une commune, une mairie, un maire, un conseil municipal et du pognon. Hein, on n'est pas au Burkina Faso, faut que ce soit clean. Et bon, ça sert à rien personne viendra me le dire parce qu'on est une toute petite communauté, mais que effectivement on se retrouve avec un maire qui a vendu à Elon Musk un terrain pour faire construire un spatiodrome. On est là pour parler des 34 800 ou que sais-je mairies qui ne sont pas remplies de margoulins et qui respectent les dispositions légales. Il n'y a pas de magie en la matière. Vous trouverez très peu de Stavisky dans vos troupes paumées, hein. C'est une minorité absolue. Donc l'idée, une commune, elle a un budget. Le budget, il est voté par l'organe délibérant, donc le conseil municipal, avant le 15 avril, mais ça, on va pas entrer dans les détails. Le budget, c'est un document juridique et politique de traçabilité. Je vous ai mis là, hop, voilà à quoi ça ressemble un budget en gros. Vous entrez ensuite dans le détail, et ensuite chaque chapitre, c'est de la comptabilité après, mais chaque chapitre représente des opérations réelles, mais tout ça, c'est comment se présente un budget en gros. Voilà. C'est du pilotage, c'est ce qui autorise le maire à engager une dépense. On n'a aucune dépense qui ne peut être faite si elle n'est pas inscrite au budget, et ça l'autorise aussi à percevoir les recettes, donc prévision et autorisation. Tout le monde peut connaître le budget, si vous en avez envie, vous pouvez le demander dans votre bled. Il se découpe en deux parties, comme vous le voyez là, on a une section de fonctionnement, et une section, donc les recettes et dépenses courantes, et une section d'investissement qui concerne plutôt l'aspect patrimonial. Le budget d'une collectivité, à l'inverse de l'État et à l'inverse de vous et moi, la plupart du temps, c'est aussi l'interdiction du déséquilibre et de financer le fonctionnement par la dette. Voilà, chaque section doit être à l'équilibre. C'est pour ça que vous avez ici
Des totaux de dépenses et de recettes qui sont égaux. Voilà, au mieux, vous pouvez financer l'investissement par le surplus de fonctionnement et l'emprunt, on va y revenir. Vous voyez, bon, ouais, il y a des opérations de transfert entre sections, on rentre pas encore une fois dans les détails, mais l'idée, c'est ça. Il y a pas de... C'est pas possible. C'est même... En fait, c'est avant même la Cour des comptes que ça passera pas. Ce sera vu avant la Cour des comptes. Il y a des... Alors, la Cour des comptes, c'est national, c'est les chambres régionales des comptes qui s'en occupent pour les collectivités territoriales, mais même avant ça, la préfecture s'en rendra compte au bout de 30 secondes. Voilà. Donc ça, alors je suis désolé, les images sont peut-être pas... Attendez, je vais essayer de mettre ça en un format peut-être un peu plus lisible. Hop, voilà. Donc, à la fin de l'année, vous avez le résultat et le bilan comptable comme une boîte quelconque. Toutes les opérations qui sont faites sont passées selon une nomenclature comptable. Nomenclature publique, alors c'est des chiffres M14, M57, M52, peu importe. Pas de fantasme, tout est encadré. Alors il peut y avoir des erreurs, il y en a plein, mais si illégalité ou magouille il doit y avoir, ce sera pas ici que vous trouverez la plupart du temps ces choses-là. De la même façon que vous pouvez avoir des opérations grotesques, on l'a vu récemment, je crois que c'était qui, Anne Hidalgo qui avait fait 50 000 euros de facture de téléphone. On peut juger que la dépense est folle, machin, on peut en contester la matérialité. D'un point de vue comptable, elle sera passée correctement, elle sera passée en frais de fonctionnement dans des comptes de classe 6, il y a un budget, enfin voilà. Donc c'est l'ampleur de le montant et la nature de la dépense, tant que c'est légal, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous trouverez bien sûr de l'incompétence, hein, un peu de maquillage sans doute parfois dans certaines opérations, mais dans les communes dont on va parler, dans les petites collectivités, vous ne trouverez pas ça. C'est plutôt sur les grandes où vous pourrez trouver peut-être des embrouilles, et puis il faut se rendre compte aussi de l'ampleur des flux qui sont dignes des plus grosses boîtes et avec une traçabilité boiteuse que ça peut impliquer. Bon voilà, une fois qu'on a dit tout ça, on évacue rapidement l'aspect budgétaire et comptable, ça c'est un peu le cadre, et on va descendre maintenant dans l'aspect financier. Bon, je sais pas si j'en ai dit assez sur l'aspect budgétaire, on peut en dire beaucoup, mais ça va devenir trop technique, je pense pas que ça puisse être assimilable sous le format que je vous propose là, donc gardez l'idée, voilà, équilibre du budget, fonctionnement et investissement. Voilà, et là, c'est assez simple à comprendre, hein, je pense de façon schématique, mais on descend dans l'aspect financier. Et il faut comprendre aussi autre chose, c'est qu'il existe, hein, c'est ce que j'ai mis juste après d'ailleurs l'article 72, hop, un principe de libre administration des collectivités territoriales. Bon, alors c'est un principe un peu abstrait, hein, avec un contrôle du juge administratif, mais elles ont ce principe de libre administration, c'est-à-dire qu'elles font ce qu'elles veulent de leur pognon. Donc c'est pas illégal, bien entendu, et avec la plupart du temps les sous de l'État dans le fond, sans lui rien n'est possible, mais l'idée c'est ça, voilà. Donc, pour descendre dans l'aspect financier, on va découpler les deux éléments dont on a parlé, le fonctionnement et l'investissement, pour une commune, on va dire, de 2000 habitants, comme j'ai dit. Dans mon coin, il y a plein de communes qui sont pointées pour... Ça dépend, c'est quoi leur gestion bizarre ? Non, tu peux utiliser... Je vais y venir après. Non, tu peux pas de toute façon utiliser l'emprunt pour le fonctionnement. Tu ne peux pas. C'est pas bizarre, c'est illégal et ça ne passera pas le premier échelon de la préfecture. Ça, tu t'en rends compte, je te dis, au bout de 5 secondes. Par contre, une gestion bizarre, il faudra m'en dire plus ce que ça veut dire une gestion bizarre. Ça peut tout dire et rien dire. Ça peut être une gestion effectivement dans la légalité, mais sur des dépenses qui sont pas forcément opportunes, ou ce genre de choses. Moi, je sais pas ce que veut dire une gestion bizarre. Je suis désolé, hein, je te dis pas ça, je te dis ça sans aucune agressivité ou quoi que ce soit, mais la gestion bizarre, c'est pas précis, quoi. Donc je sais pas du tout. Si t'as des éléments, j'ai aucun souci pour répondre sur ces choses-là. Donc, ouais, l'emprunt c'est que pour les infrastructures. Je vais y venir. Je vais vous expliquer tout ça. Là, on va rentrer dans le concret, le truc excitant. Pas du tout excitant, mais c'est pas grave. Donc, fonctionnement, investissement. Commençons par le fonctionnement. Une commune est produit et dépenses. Donc, une commune, elle a des produits de fonctionnement d'abord. Donc, Quesaco, les produits de fonctionnement. Les produits de fonctionnement, ce sont d'abord les impôts locaux. C'est le plus important. La plupart du temps, c'est le triptyque taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties, taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Le triptyque en question, c'est pareil, on rentre pas dans les détails, mais c'est une idée simple. Vous avez une base, c'est ce qu'on appelle la valeur, enfin qui est basée sur la valeur locative du logement. Donc vous êtes propriétaire ou locataire. La valeur locative, c'est censé être la valeur que représente le loyer annuel théorique du bien s'il était loué, mais peu importe. Vous avez une base.
Partez de cette idée-là, qui est différente selon les départements et les communes, et qui est multipliée par un taux. Ce taux, il est voté annuellement de façon encadrée par la commune. Voilà. Donc ce triptyque, c'est base par taux. Voilà. C'est l'idée. Base légale multipliée par un taux local. Sachant que la revalorisation des bases, elle est indexée sur l'inflation, donc en fait plus il y a d'inflation, plus ta taxe te coûte cher pour que ta commune survive et compense ses propres dépenses qui sont impactées par l'inflation. Bon, on pourrait toujours rentrer dans les détails si ça intéresse des gens un jour, mais j'en doute. Bref. On sait que c'est quand même un sujet important, puisqu'on a parlé récemment de rétablir la taxe d'habitation sur les revenus, enfin sur les résidences principales, parce que son abrogation, elle a dû être compensée par l'État. L'État, ça lui a coûté 20 milliards, alors que les collectivités, elles n'ont pas perdu d'argent, ça a été compensé par l'État, mais elles ont perdu une marge de manœuvre. Parce que quand vous n'avez plus la taxe d'habitation sur les résidences principales, sur lesquelles vous pouvez voter des taux et compagnie, bah, vous perdez une marge de manœuvre possible. C'est-à-dire que vous allez taper, par exemple, sur les propriétaires et non plus sur les locataires. Voilà, bon, peu importe. Mais c'est le b.a.-ba, hein, c'est souvent très mal maîtrisé par les citoyens, la taxation. Ça peut être agrémenté de tout un ensemble d'autres taxes annexes. Alors, comme le nom l'indique, elles sont annexes, c'est-à-dire que vous avez des choses qui existent que peu de gens connaissent, mais qui sont importantes. Vous avez la taxe sur les pylônes, par exemple, qui dans le cas d'une commune de 2000 habitants jouerait un rôle énorme, ça rapporte beaucoup. Vous avez les impôts forfaitaires de réseau, donc le photovoltaïque et les éoliennes principalement, donc ça peut expliquer pourquoi telle ou telle commune ou tel EPCI a envie d'en foutre, parce que c'est du pognon dans ses poches. Il n'y a pas qu'une logique écologiste et écologique là-dedans. Mais bon, arrêtons-nous à ces trois taxes principales. Gardez l'idée en tête que pour beaucoup de communes, le revenu principal, c'est la fiscalité locale. Voilà, c'est le premier pilier des collectivités. J'ai pas de chiffre exact, mais généralement, ça représente un bon tiers, voire la moitié des recettes d'une commune. Voilà, les taxes, en gros, c'est la moitié des recettes d'une commune. Je regarde vite fait le citoyen verra tout prélèvement comme une taxe de l'État en général. Alors prélèvement et taxe c'est différent, mais oui, t'as tout à fait raison. Alors que ça l'est pas. Ça n'est même pas du tout. C'est-à-dire que ce sont des taxes qui sont versées aux collectivités locales. La taxe foncière, vous avez une partie qui va à la commune, une partie à l'EPCI. Alors avant la réforme, vous aviez une partie qui allait au département, maintenant c'est plus le cas, mais ce sont des taxes locales. L'État touche des montants résiduels, voilà. Mais c'est pas une taxe, c'est pas un impôt qui est destiné à l'État. Donc voilà, en gros, un tiers à la moitié du revenu d'une commune, ce sont les taxes locales, enfin les impôts locaux. Le deuxième pilier des recettes de fonctionnement, c'est le pognon de l'État. Notamment ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement, c'est principalement ça. Je vous ai mis les montants alors dans un département l'Oise au hasard, hein, je ne savais pas que j'aurais des viewers de l'Oise, mais voilà, c'est la dotation par habitant, je rentre pas dans les détails, mais l'État verse tout un ensemble de dotations sous ce vocable. Vous avez la dotation de solidarité rurale, la dotation de solidarité urbaine, dotation nationale de péréquation, peu importe, en gros c'est en fonction de la population et du potentiel financier. Ben oui, c'est chez lui, c'est pour ça que je dis ça, ouais. Donc pareil, tous les montants sont consultables, hein, et au global, c'est 27 milliards de dépenses pour l'État. Voilà. Donc généralement, avec ces deux éléments-là, les impôts locaux et la dotation de fonctionnement, vous avez les 2/3 du pognon d'une commune. Voilà. Pour compléter le dernier tiers, vous y foutez tout et n'importe quoi, c'est-à-dire tout le reste de la fiscalité et des compensations, les autres subventions. Vous avez par exemple la dotation d'équipement des territoires ruraux, c'est 1 milliard d'euros sur le territoire national pour les projets des plus petites collectivités, qui là pour le coup c'est donné directement par la préfecture selon une enveloppe départementale. Et vous avez aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, les recettes en propre de la commune. Par exemple les loyers qu'elle touche, des logements communaux qu'elle possède, les ventes de marchandises, quand dans votre petit bled il y a une épicerie qui est gérée en régie, le bois qu'elle fait découper, les prestations de services quand tu payes du périscolaire par exemple, donc tout un ensemble de services, si la commune a la compétence adéquate, que tu vas payer. Voilà, ton ticket de piscine, ta location de salle des fêtes, j'en sais rien, peu importe, tout ça, ça va dans la poche de la commune. Voilà. À Creil, tant que ça, je regarde vite fait Creil. Oui, alors comme c'est basé sur deux choses, la population et ce qu'on appelle, comme j'ai dit, le potentiel financier, corrige-moi si je me trompe, toi qui connais le territoire, mais Creil, ça doit être assez pauvre, non ? Tu me diras, mais je pense que ça tient à la population et au fait que ça doit être un territoire assez pauvre sur la commune. Il y a beaucoup de quartiers difficiles, ouais, mais voilà, mais c'est ça. C'est pour ça qu'elle touche beaucoup plus. Donc voilà, gardez
Pour les recettes de fonctionnement de ces communes-là, gardez en tête le triptyque impôts, dotation, prestation de services et vente de marchandises. Voilà. Donc, disons que dans tout ça, pour simplifier, la commune, elle palpe 2 millions d'euros par an. Avec ces trois choses-là. C'est un chiffre au hasard, peu importe, mais c'est pas si déconnant, j'ai regardé, comme je connais un peu le sujet, c'est pas si déconnant pour une commune de cette taille en fonctionnement. Voilà. Donc elle gagne 2 millions d'euros par an pour assurer son train de vie. Voilà, elle a 2 millions. Okay, mais le train de vie en question, c'est quoi? Eh bien, en face des produits de fonctionnement, tu mets les charges de fonctionnement. Donc là, c'est pareil, tu as des gros piliers. D'abord, les charges de personnel. Tu comptes un peu de la même façon que les impôts directs locaux, tu comptes un bon gros tiers à la moitié des dépenses pour une commune de cette taille. En moyenne, c'est 50%, les charges de personnel. Ça va très très vite. Alors, bien entendu, j'ai oublié de préciser, mais les dits de frais de personnel, il faut voir où tu vis. Si tu es dans un bled de 2000 habitants qui est collé à une ville de 40 000 habitants, les besoins ne seront pas les mêmes que dans la ruralité, où un bled de 2000 habitants, il peut représenter une vraie périphérie autour de laquelle vont s'agréger beaucoup de bleds plus petits. C'est le cas en Creuse, par exemple. Quand vous avez 2000 habitants, vous risquez d'avoir beaucoup de petits villages qui comptent sur vous pour offrir des services. Donc c'est le cas dans la diagonale du vide en général, et c'est ce qu'on appelle les charges de centralité. Tu vas mettre en œuvre des dépenses pour des services et équipements qui seront utilisés par tes administrés à toi et par d'autres. Donc à partir de là, tu vas assumer des charges. Je vous ai mis, c'est disponible sur internet, donc ils ne me feront pas de procès. J'espère en tout cas. Je ne sais plus quel bled c'est. Je sais que c'est un bled dans le nord qui a à peu près 500 habitants. Vous avez le personnel communal ici. Donc dans un bled de 500 habitants comme ailleurs, tu as besoin de ta secrétaire, tu as besoin de tes agents communaux, tu as besoin de tes agents qui font la garderie parce que le périscolaire, si tu as une école, tu as des normes de taux d'encadrement, tu as besoin du mec qui fait l'agence postale peut-être parce qu'il n'y a plus de poste, et que c'est devenu une compétence communale, voilà, tu as besoin du surveillant à la cantine, de celui qui fait le ménage, d'un directeur des services, bref. Tout ça, ça tape. On se rend pas compte, mais une commune entre 1000 et 2000 habitants, c'est entre 10 et 20 personnes. Voilà, la moyenne, normalement, c'est à peu près, moyenne métropolitaine, c'est un agent pour 100 administrés. Et tu as des impondérables. Quoi qu'il arrive, il y a des gens qu'il te faudra. C'est pas... même sur un petit bled, comme j'ai dit, un bled de 2000 habitants, je rappelle qu'on parle en millions de dépenses R7, c'est pas un mec qui va gérer ça, garder les gosses et tailler les haies, c'est pas possible, voilà. Et donc c'est là que vous comprenez, quand on parle d'augmenter le point d'indice des fonctionnaires, l'État rigole, mais les petites collectivités, elles rôdent du sang, parce que tout ça, ça doit rester à l'équilibre. Et qu'en plus de ça, ça va avoir un effet pervers. Dans des collectivités qui ont un peu moins de pognon, on va essayer de prendre par exemple des gens avec un statut le plus bas possible pour faire le plus de trucs possible. À l'heure actuelle, par exemple, secrétaire de mairie d'une commune de 400 habitants, c'est l'enfer sur terre, en termes de travail et rémunération. Il faut littéralement savoir tout faire. C'est pas parce que tu as moins d'habitants, alors tu auras forcément moins d'enjeux. Par contre, d'un point de vue transversal, tu vas avoir tout à faire. Voilà, tu auras des questions sur tout et n'importe quoi. Quand il faudra faire un marché public pour une merde, il faut savoir faire passer un marché public, voilà. D'ailleurs, je crois, alors catégorisé, je crois que leur statut a été revalorisé il y a peu, parce que ça commençait à devenir difficile de trouver des gens pour faire secrétaire. Donc, effectivement, les enjeux sont pas les mêmes. Par exemple, dans les grosses collectivités, ce qui va te coûter cher, ce sont les contractuels. Parce que généralement, tu cherches des gens spécialisés pour faire ce que tes agents ne savent pas faire. Voilà. Mais bon, dans une commune de la taille dont on parle, c'est pas le sujet. Voilà. Donc vous avez, je vous dis, c'était un bled de 500 habitants. J'ai tapé personnel communal ou une connerie comme ça et je suis tombé dessus. Hop, petite transition, les indemnités des maires. Bon, savoir aussi pour ceux que ça intéresse, j'ai mis ça par pure curiosité pour vous. En gros, un maire d'une commune de 1000 habitants, c'est maximum 1500 € brut par mois. Il y a quelques majorations, mais bon, c'est un plafond. Généralement, le but, c'est que tu prennes pas réellement ça. Mais voilà, comme vous voyez sur l'image, ça a dû être peut-être un peu revalorisé. Je sais pas si on voit bien, mais je pense qu'on voit quand même à peu près les montants. Voilà, donc il y a sans doute, parce que c'est quelque chose qu'on lit souvent même sur Discord, il y a des branleurs partout. Il y a des planqués, il y a ce que vous voulez, mais il faut des gens pour faire tourner une commune. Encore une fois, vous êtes sur des enjeux réels, vous êtes du pognon, l'administration de vos habitants, les besoins de la population. Voilà. Et c'est très difficile à dimensionner. Parce que parfois, et je peux comprendre certaines
Certaines récriminations, parfois, tu n'as besoin dans un bled, on va dire, de 2000 habitants, sur un truc, tu n'as besoin que d'un type qui ferait 20 heures par semaine. Sauf que tu trouves personne pour gagner 800 balles par mois et à faire 20 heures par semaine. Ou alors, faudrait mutualiser. Et si t'arrives pas à mutualiser avec un autre bled, bah tu prends un mec 35 heures. Parce que le mec va te dire, bah moi je veux bien venir, mais vous me faites un contrat où je vais gagner quand même de quoi bouffer. Ça s'appelle la réalité. Donc parfois tu as effectivement des postes qui sont dimensionnés où le mec en 20 heures pourrait faire son boulot, mais où il va bosser 35 heures, parce que c'est compliqué de faire autrement. Et le maire en tant que tel, c'est pas souvent un malade mental, c'est souvent un mec normal qui se dit, bon bah le type faut que je lui assure un salaire quand même. Voilà. Donc ça c'est... Les charges de personnel, c'est en gros 50% des charges de fonctionnement. Donc à ça, il faut ajouter les charges de gestion courante. Tu rajoutes un tiers. Là-dedans, tu as littéralement tout ce qu'on appelle tout ce qui n'est pas de l'immobilisation ou de la charge de personnel. Donc les fluides, donc électricité et chauffage par exemple, parce que chauffer une école, éclairer les lampadaires de la ville, c'est pas gratuit. Ils payent. Ton chauffage, tu le payes. La commune, elle paye à EDF, elle paye au réseau. Quand une commune, elle achète un stylo, elle le paye. Quand elle fait appel, alors tu peux avoir des centrales d'achat, tout ce que tu veux, mais elle le paye. Quand elle fait appel à Jean-Jean l'architecte pour faire, regardez-moi ça si c'est pas beau, ce merveilleux boulodrome, bah elle le paye, voilà. Quand elle doit réparer les canalisations de la mairie ou faire repeindre un bien, elle le paye, voilà. Ou elle paye le matos de l'agent communal qui va le faire, peu importe. Quand il faut changer les pneus du Kangoo de l'agent technique, c'est pareil, voilà. Quand il faut refaire une rue, pareil. Donc généralement... il est merveilleux, hein. Ça c'est vraiment très très beau, on sent le pinacle vraiment de la pensée architecturale française qui a eu quand même ces millénaires de maturation pour arriver à ce que 5 gros lards jouent aux boules dans un truc absolument dégueulasse, on dirait une verrière. Je pense que quand il y a du soleil il doit faire 6000 degrés, mais peu importe. Voilà, donc il y a en période d'inflation comme on a connu là récemment, ou de crise énergétique, les communes elles se font dessus. Voilà, sur une grosse collectivité, ça je peux le dire, je le sais, quand il y a une crise de l'énergie, par exemple pour une piscine, c'était 150 000 euros supplémentaires à l'année à sortir pour la chauffer. Voilà, 150 000 balles pour une piscine. Alors bon, la plupart du temps dans les communes, les petites communes ou intermédiaires, c'est le PCI qui prend ça en charge, mais 150 000 euros, faut les sortir. Voilà. Ça tabasse. Le coût par utilisateur du boulodrome doit être absolument ignoble, effectivement. Mais après, avec tous les... Je sais pas, ça dépend du coin. Il y a peut-être un coin où les gens aiment les grosses boules. Je ne sais pas. Je vais boire un petit coup. Hop, juste une seconde. Excusez-moi. Bien, on continue. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc les dépenses, on a fait donc les charges de personnel, les charges de gestion courante, et donc vous aurez tout le reste des dépenses, les intérêts d'emprunt, les impôts qu'elle paye, les subventions versées à l'amicale des boulistes ou à la caserne des pompiers, enfin peu importe. Encore une fois, on prend une petite commune, on compte pas toutes les dépenses sociales, on simplifie, mais voilà. Donc la petite commune, elle encaisse et elle décaisse pour son fonctionnement. Donc on est parti, comme je vous ai dit, sur des produits de 2 millions. On va partir du principe qu'elle claque des chiffres, encore une fois, qui sont pas déconnants, on va dire qu'elle claque 1,7 million de dépenses de fonctionnement. Donc vous faites le rapport produit de fonctionnement, charge de fonctionnement, il vous reste 300 000 euros. C'est ce qu'on appelle l'autofinancement, comme dans une magnifique boîte privée, c'est exactement la même chose. Donc ce serait, on va dire, une sorte de reste à vivre pour nous, pour schématiser, une fois que tu as fait tes courses, ton plein, tes clopes, ton pain, ta visite mensuelle rue Saint-Denis. Sauf que, comme pour le reste à vivre, il faut passer du brut au net, et donc en déduire les remboursements de l'emprunt en capital que tu fais pour ta maison. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle à la fin la capacité d'autofinancement net. Ça, c'est ce qui reste à la commune, on va dire, pour après le paiement de ses dettes, c'est vraiment le reliquat global de son fonctionnement. Et donc l'endettement, j'ai parlé de remboursement des dettes, l'endettement c'est pas rien. En moyenne, pour une commune d'environ 2000 habitants, c'est 1 million d'euros d'endettement. En gros, c'est à peu près 500 euros par habitant au global. Ça n'a pas grand sens parce qu'il y a des disparités totales de population et de dettes. Hein. Nous, on se contente des petites communes qui sont à la fois la majorité et aussi les moins endettées en euros par habitant, ce qui s'explique assez facilement parce qu'on a des besoins plus limités et aussi des capacités de remboursement moins élevées, donc forcément on est moins endetté. Mais donc les annuités, le remboursement en capital sur l'année, c'est à peu près entre 100 et 150 000 euros par an.
Voilà, bon, dans les faits, ça fait une dette à 10 ans, c'est un peu court, mais voilà, c'est pour la démonstration. Donc partons de l'idée, on part sur 150 000 euros, donc tu prends tes 300 000 euros, qui était ton autofinancement, donc c'est-à-dire la différence entre tes recettes et tes dépenses de fonctionnement, tu retires les 150 000 euros de remboursement de l'emprunt, et donc, tu vois ce que je disais tout à l'heure, l'autofinancement net. Donc c'est, à l'issue de son cycle de vie annuel normal, il lui reste 150 000 euros. Voilà. Donc ils sont disponibles. Disponibles pour quoi faire ? Et bien disponible pour assurer et soutenir la deuxième partie qui est l'investissement. La principale partie des dépenses d'investissement, ce sont les dépenses d'équipement. En moyenne, donc ce sont les infrastructures, on va dire. En moyenne, pour une commune de cette taille, c'est à peu près 500 000 euros annuels. Bon, bien sûr, encore une fois, c'est une moyenne, ça dépend de plein de choses, ça dépend de la nature de la commune, on parle là-dessus. Donc 500 000 euros, de quoi est-ce qu'on parle ? Ce sont les nouveaux investissements qui portent sur le patrimoine. Le patrimoine, ce sont les immobilisations corporelles la plupart du temps. Donc c'est achat de terrain, construction de bâtiments, installation de réseaux, mais c'est aussi le matériel informatique, le matériel technique, l'achat de la bagnole de l'équipe technique, un milliard de choses possibles que la commune achète et paye comme vous et moi. C'est tout ce qui est considéré comme une immobilisation au sens du droit. C'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans le droit, mais voilà, ce sont une bagnole, c'est une immobilisation. Hop. Ou comme cette magnifique salle socio-culturelle, il n'y a pas besoin de rechercher beaucoup pour tomber sur des trucs absolument abominables, mais c'est une magnifique salle socio-culturelle. Donc elle fait construire notre commune, elle fait construire une salle socio-culturelle, elle achète 4 ordi pour le personnel, elle achète un tracteur, elle achète une épareuse, boum, elle a ses 500 000 euros. Donc bon, on se doute bien que c'est une moyenne et que c'est pas tous les ans comme ça pour les communes. Oui, c'est une immobilisation qui bouge, c'est une immobilisation roulante, ouais, tout à fait. Mais en fait, quand vous faites un roulement sur toutes les communes en France, vous avez ces 500 000 euros, et je vous parle en connaissance de cause, pour une commune de 2000 habitants, 100 000 ou 200 000 euros d'investissement, ça va très, 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 très vite. Vraiment. Et il faut comprendre que c'est pas toujours la folie, voire même quasiment jamais la folie des grandeurs qui préside à ça. Par exemple, tu as des obligations légales. Tu peux être, au risque de te retrouver mise en demeure par la préfecture, tu peux être forcé de mettre ta mairie aux normes d'accessibilité, ton école aux normes de sécurité, tu peux être obligé de construire une aire d'accueil pour les manouches, t'as des obligations, et puis t'as des projets obligatoires type refaire la voirie communale. Voilà. Bon, j'ai rien à dire là-dessus, je m'en fous, et puis de toute façon, je vous dis, les collectivités sont libres de leurs dépenses, mais il y a des obligations quand même. Donc ok, notre commune, elle a claqué plein de pognon, elle a construit sa salle des fêtes. Bon, elle peut peut-être aussi avoir des recettes d'investissement pour pouvoir payer ça. Donc c'est quoi les recettes d'investissement ? Bon, il va falloir qu'elle trouve du pognon de toute façon, puisque vous faites un calcul simple, j'ai dit, elle a besoin de 500 000 euros, elle a 150 000 balles qui lui restent de son cycle de fonctionnement net, donc il faut retrouver 350 000 euros. Donc c'est simple, fini de rigoler. Non, justement, faire payer les entrées ou louer, ce sont des recettes de fonctionnement. Ça, ce sont des recettes de fonctionnement, c'est son cycle annuel de fonctionnement normal. Là, on est sur autre chose. Fini la décentralisation juridique, on arrive à la centralisation réelle, le vrai nœud du problème, l'intervention de l'État. Enfin, papa État ou papa n'importe qui au-dessus de lui, hein, je vous ai mis d'ailleurs le magnifique loto du patrimoine. Donc l'idée c'est quoi ? L'idée c'est bonjour l'UE, bonjour la préfecture, bonjour la région, bonjour le département, bonjour Stéphane Bern, bonjour l'État, j'ai besoin de pognon. En fait, quand une commune se lance dans ce genre de projet, bon, elle a assuré souvent une large partie du financement avant, et surtout, ça permet aussi à l'État ou à n'importe quelle entité qui a les cordons de la bourse de gentiment orienter la politique territoriale, notamment en subventionnant plus ou moins bien un type de dépenses. Parce qu'il y a des dépenses qui sont plus ou moins bien subventionnées. Si demain l'État vient dire on subventionne, je sais pas, à 80% les terrains de regroupement et d'entraînement de la milice, je peux vous assurer que dans chaque bled l'an prochain, enfin ou dans 3 ans le temps qu'ils le construisent, vous aurez des blonds aux yeux bleus qui vont venir faire de la gym. Les communes, elles orientent aussi leurs investissements en fonction du montant qui peut leur être alloué. Je vais pas vous noyer dans la masse, mais c'est différent de ce dont on a parlé juste en première partie dans le fonctionnement, ce qui est la dotation globale de fonctionnement, qui elle, c'est vraiment le coupon pour finir le mois, c'est vraiment le coupon pour vivre et survivre au quotidien. Là, c'est le coupon pour s'acheter une Trabant.
Donc vous avez des dotations qui existent, qui sont nombreuses. Il y en a plein. Je vais même pas les faire tous. Vous avez le feeder en Europe, vous avez FCTVA, vous avez les aides régionales qui portent 50 000 noms. Mais si vous vous démerdez bien, vous pouvez avoir un financement à 80% de certains projets. Voilà. Donc ça veut dire aller gratter des subventions, ça veut dire avoir une connaissance du sujet. Donc souvent le maire et la secrétaire du bled, ils ont le numéro de la préf et point barre. Donc ils demandent ce qu'on appelle la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux. Voilà. Mais en gros, on va partir de l'idée... Comment on pourrait tourner ça pour que les chiffres soient compréhensibles ? On va dire que votre projet à 500 000 euros, il est subventionné pour moitié. Ok ? Donc, je rappelle les chiffres. Vous aviez besoin de 500 000 euros pour faire votre investissement. Vous avez 150 000 balles en autofinancement qui vous reste, donc qui est un peu votre économie de l'année. On vous file 250 000 euros en plus. Donc 250, 150, 400. Vous aviez besoin de 500, il vous reste 100 000 balles à payer. Encore une fois, je simplifie, on s'emmerde pas, il y a des montants que vous touchez en N+2, enfin voilà, on part du principe qu'on vous a fait un chèque. Donc il reste 100 000 euros à payer. Donc là, t'as pas 50 solutions, c'est même simple, tu en as 2 pour financer l'investissement. La première, ça s'appelle le crédit agricole, le crédit mutuel, la banque populaire, n'importe quelle banque, et tu fais un emprunt. Il y a absolument rien de mal à ça. Une commune de cette taille, elle aura son million de dettes, comme je l'ai dit, c'est complètement naturel. Et j'ai échoué dans mes explications si on pense que c'est pas normal pour assurer certaines dépenses de grosse ampleur. C'est exactement comme s'acheter une bagnole ou une maison comme pour nous, sauf que là tu rembourses avec le pognon de tes administrés, mais bon, c'est la logique. Et avec 3 difficultés majeures. La première, c'est la conjoncture, donc les taux que tu vas manger. On a eu ça récemment, l'augmentation des taux, ça a un impact réel sur les finances des collectivités. Le deuxième, c'est ce que j'ai dit très vite, peut-être que ça n'a pas pu être assimilé, mais les charges financières, elles pèsent sur ton fonctionnement. Voilà. Le remboursement de l'emprunt, il faut comprendre, ça a 2 parties. Tu as le remboursement capital de l'emprunt et tu as les charges d'intérêt. Les charges d'intérêt, elles sont comptées dans le fonctionnement. Voilà. Donc plus tu t'endettes, en gros, plus tu t'endettes, moins tu as de capacité à t'autofinancer et plus tu rendes tes marges. Voilà. Bon, l'idée est simple, c'est que plus tu as des dettes à rembourser, moins tu as de pognon. Voilà, jusque-là, je pense que c'est clair pour tout le monde. Je vous ai mis... c'était où ça déjà ? Dans le 93. Vous avez l'endettement par habitant. Alors bon, c'est des villes. C'est encore autre chose. Là, vous avez des taux d'endettement très très importants. Peu importe. C'est pas bien, je pense que c'est pas bien compliqué à comprendre. Si t'es un particulier, t'as moins de reste à vivre parce que tu rembourses plus, et une fois déduit le remboursement en capital, t'as moins de capacité pour des nouveaux investissements. Voilà. Donc t'augmentes ta masse d'endettement et sa durée, et c'est ce qui ça compte dans une politique communale, parce que c'est pas une politique personnelle et à l'échelle de notre vie. C'est une échelle qui est beaucoup plus étendue. Un gros investissement sur une petite commune, c'est parfois une politique sur 10 ou 15 ans. Donc t'as pas intérêt à te tromper. Donc si demain on te dit l'église c'est 600 000 euros pour la refaire, et je mesure mes propos, ça peut être ces sommes-là, même dans un petit bled, ce sont des chantiers en centaines de milliers d'euros à chaque fois. Je le dis, c'est clair, quasiment tous les maires ne le feront pas, que ça veut dire plus de pognon pour s'occuper des vivants pendant 10-15 ans. Ça veut dire que pendant 10 ans, tu t'occupes plus des 98% des gens qui n'y vont pas à l'église. Et c'est pas nouveau, je l'avais noté d'ailleurs en lisant une revue régionaliste dans un coin paumé, où déjà ils se plaignaient qu'on refaisait plus les églises au 19e parce que personne n'y allait, que ça coûtait trop cher, mais peu importe. Donc ça, c'est la première possibilité, tu fais un emprunt. La deuxième possibilité, c'est de bouffer dans tes réserves, mais encore faut-il que tu aies de la trésorerie. Tout le monde en a pas. Surtout quand on parle de centaines de milliers d'euros pour un bled de 2000 habitants. Voilà. Donc, je récapitule. Fonctionnement, recettes de fonctionnement, impôts et dotation globale généralement, complétées par quelques petits trucs. En face, dépenses de fonctionnement. Dépenses de fonctionnement, charges de personnel, c'est la plus grosse partie, et ensuite tu as tous les fluides, les charges d'intérêt, tout ce que tu veux. Tout ça, ça te donne une capacité d'autofinancement. Cette capacité d'autofinancement, tu déduis le remboursement en capital de l'emprunt. Ça te donne une capacité d'autofinancement net que tu peux affecter à l'investissement. Ce sera quasiment jamais suffisant. Donc qu'est-ce que tu dois faire ? Tu demandes des subventions, et si c'est pas suffisant, ce qui est très souvent le cas, tu empruntes ou tu pioches dans ton bas de laine.
bas de laine qui est très rarement suffisant aussi. Voilà. Donc à la fin, tu es obligé d'emprunter. L'emprunt, c'est lourd, ça se rembourse et compagnie. Voilà. Et souvent, c'est des gros investissements qui doivent être faits de temps en temps. Type refaire toute l'école, voilà, ce genre de choses. On voit très souvent, même dans des petits bleds, des centaines de milliers d'euros qui doivent être dépensés, ils n'ont pas le choix. Voilà. Tu vas pas laisser les gosses se prendre un morceau de plafond sur la gueule. Donc tout ça, à la fin, ça te donne un bilan. Donc à partir de là, je pense qu'on comprend bien la logique des cycles. Cycle de fonctionnement, tu as la partie de ton budget qui est ton fonctionnement, c'est le cycle de vie quotidienne annuelle, on va dire, qui regroupe en gros ce que tu touches, fiscalité, dotation, et ce que tu dépenses en personnel, en gestion courante, voilà. Et une fois que tu as remboursé ton capital, je le redis encore une fois pour que ce soit bien assimilé, une fois que tu as remboursé ton capital d'emprunt, tu as tes réserves de fonctionnement que tu peux dépenser en investissement, et si t'as pas assez malgré ce que te file l'État, soit tu empruntes, soit tu bouffes le bas de laine, voilà. Donc je pense que j'ai été le plus clair possible, même si j'ai bien conscience que c'est pas toujours facile à assimiler non plus. Donc, tu peux pas emprunter ou bouffer tes réserves tous les ans. Voilà. Généralement, tu fais un gros investissement, s'il est subventionné, tu tapes dans tes réserves en attendant les subventions, tu te refais pendant 2-3 ans en encaissant ton autofinancement, puis tu relances la machine. Et s'il n'est pas subventionné ou si c'est vraiment un montant très lourd, t'empruntes et effectivement, là mon pote, tu réfléchis à ce que tu fais, parce que tu ne pourras pas faire ça tous les 3 ans. Si tu le fais tous les 10 ans, c'est déjà pas mal. Et encore une fois, quand dans certains bleds, tu dois gérer le réseau d'assainissement, des logements communaux, l'église, le chauffage central, l'école, tout ce que tu veux, tu priorises. Et on en arrive un peu au cœur du problème. J'ai dit comment ça se passe, il y a des gens qui auraient sans doute voulu qu'on entre en profondeur dans la dénonciation de logique, de mauvaise gestion, c'est pas le but ici. Ce qu'il faut comprendre, il y a pas mal de gens qui voient leur bled de 2000 âmes comme un gentil village où de temps en temps on change un lampadaire. C'est le cas un peu parce qu'on peut pas faire des immenses investissements tous les ans. Parfois vous voyez un truc se construire, vous dites ah tiens il se passe quelque chose. Mais ça brasse du pognon, tu dois faire des vrais choix. Et souvent, tu as pas, souvent je sais pas, mais quand même souvent t'as pas la compétence et la connaissance. Et pas grand monde là autour de toi. Voilà. Je pense que l'exemple de l'église était le plus frappant parce que je l'ai souvent lu, même sur Discord, cette idée que tel ou tel bled préférait faire une salle des fêtes que refaire l'église, qui était un monument historique. Alors, effectivement, les communes qui ont le plus de chance, ce sont celles qui ont un monument historique, parce que là, t'es sûr d'avoir quand même un peu de pognon, mais c'est pas pour rien que tu as autant de charités privées, dont parfois on se plaint en disant telle boîte, elle a donné ça, c'est pour avoir son nom sur le truc, mais c'est pas que les boîtes, la charité privée, c'est tout un ensemble de choses, il y a même des comment dirais-je, des kidams qui le font. Mais le patrimoine, c'est une malédiction pour une commune. Un patrimoine très étendu et historique. Hop, je vous ai mis ça. On a eu le cas récemment, effectivement, dans notre département, d'une commune qui a eu de grosses difficultés de gestion de son patrimoine et qui a dû se séparer d'une large partie de ses bâtiments, on va dire historiques, mais enfin, c'est pas des monuments historiques reconnus, ce sont des bâtiments historiques au sens large. Parce que c'est le combo le plus abominable, c'est le bourg de 3000 âmes, qui a pas de grosse ville à côté, donc c'est le cas beaucoup dans la diagonale du vide, qui a du patrimoine mais qui a pas assez de tourisme, et qui a plein de petits bleds autour qui comptent sur lui pour envoyer les gamins à l'école. Là, bah, tu te retrouves comme ça, avec le journal, la chapelle vendue transformée en nightclub, tout ce que tu veux. C'est aussi pour ça qu'on a poussé pour les fusions de communes, parce que parfois quand tu vois une commune qui fait tailler par une boîte, et que la commune d'à côté vient d'acheter un taille-haie, tu comprends qu'il y a quelque chose qui déconne. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que j'étais pas forcément contre l'idée d'une contribution symbolique pour certaines visites de patrimoine religieux. Alors sans parler des 30 euros de je sais plus qui, je crois que c'était le rédacteur en chef du Monde qui voulait faire payer 30 euros la visite de la cathédrale de Chartres, c'est hors sol, ça n'a aucun sens. Par contre, une contribution symbolique d'€1 pour les monuments les plus visités, notamment les églises, c'est là où le bas blesse, parce que des églises il y en a dans toutes les communes, c'est un énorme patrimoine à entretenir. Moi je trouverais que c'est une bonne idée, effectivement, avec un fonds de redistribution. Bon voilà, je m'arrête là. J'espère que ça aura été... Alors il est beau le tribunal, ouais, mais t'inquiète pas qu'il y a plusieurs centaines de milliers d'euros de travaux dedans à faire, hein, donc voilà. Et c'est au bas mot des centaines de milliers d'euros, donc autant dire que pour une commune, ce serait un investissement structurant pour 10 ans. Pourquoi faire ? Qui va aller dedans ? Tu vois ce que je veux dire ? Qui va l'occuper ? Des gens ? Bon, peut-être, hein, mais... c'est quand même délicat, quoi. Qu'est-ce que tu vas en faire ? Mettre des gens de la commune ? Voilà, bon. Voilà, donc je m'arrête là. Bon, ça a été un premier éclairage, hein. Je sais que
c'est lacunaire, je sais que les gens aiment bien les chiffres pour illustrer, mais voilà, j'espère que ça vous a un peu éclairé sur comment ça fonctionne, l'idée du fonctionnement. Peut-être qu'un jour j'en ferai d'autres, hein, on verra bien, c'est pas prévu pour le moment, mais on verra ce qu'il en est. Et l'idée, c'était vraiment d'éclairer ça, ce côté fonctionnement, investissement, l'idée que l'endettement est quelque chose de naturel, mais qui est quand même limitatif et qui peut pas être fait trop souvent, et que du coup, tous les 5-10 ans, la commune, on va dire un bourg de 2000 habitants, doit réfléchir à ce qu'il va faire, et que très souvent, il y a des impératifs, les vivants, les actifs. Essayer par exemple pour un bourg de 2000 âmes d'apporter des gens, donc par exemple acheter des terrains, construire des lotissements qui sont parfois faits par la commune, qui sont ensuite revendus. C'est des choses qui sont plus importantes dans l'environnement de la diagonale du vide que de refaire l'église. Voilà, c'est un fait. On peut le déplorer, hein, puis on aimerait bien que tout le monde ait plein de pognon, qu'on fasse plein de choses, mais voilà, c'est des questions qui sont s'occuper des vivants, essayer de ramener du monde, et ensuite le patrimoine historique, on l'entretient comme on peut. Voilà, c'est un peu comme ça. Je regarde vite fait. Dans notre modèle de financement de la culture, oui, enfin, encore une fois, je pense pas que ça aille si loin que ça. Hein. Je vois pas ce que ça pose comme problème pour les biens notamment construits avant 1905 qui appartiennent à l'État. Je vois pas trop ce qui poserait un énorme souci. Mais pourquoi pas, hein, y a peut-être des logiques qui m'échappent complètement et que je ne connais pas. Hein. Après, Skiros, c'est plus ton domaine que le mien. Moi, en tout cas, je vois la finalité et je sais que ce serait une contribution qui permettrait quand même parce que c'est vraiment un vrai souci, hein. On appelle beaucoup, c'est déjà le cas hein, de toute façon, pour beaucoup de biens, on fait énormément appel finalement à des financements soit de l'État, soit privés, soit de particuliers, ce qui revient exactement à prendre dans ta poche pour le redistribuer, hein, donc il n'y a pas de grande différence non plus. Hein. Ma foi, donc peu importe. J'espère que ça vous aura éclairé un tout petit peu. J'ai bien conscience là au fil du déroulé que j'ai sans doute omis beaucoup de choses, mais l'idée c'était déjà d'expliquer comment ça fonctionne aux gens, parce que je pense que même ça c'était quelque chose qui n'était pas connu du tout, et qu'on puisse avoir une espèce de première vision qui puisse un peu illustrer les choses et peut-être intéresser les gens à regarder un petit peu ce qui se passe autour d'eux, dans leur commune, et voir tout ce qui est disponible comme données, comme informations qui sont consultables. Voilà. Voilà pour ce soir, on est allé assez vite, moins d'une heure, c'est plutôt cool, c'est ce que je comptais faire, donc je suis plutôt content. On se retrouve mercredi, donc mercredi, Pierre vient. Oui, non, mais bien sûr, il y a la problématique du culte, mais pour les grands, je suis désolé, hein, je fais un petit, en lisant les commentaires, je fais un petit interlude. Pour le culte, c'est autre chose. On sait très bien différencier les choses. Tu as des horaires pour le culte, tu peux avoir des choses, et tu as aussi des visiteurs. C'est un filtrage qui est complètement possible de faire. Ce sera pas très compliqué, hein, à mon avis. Ça me paraît tout à fait faisable. Bref. Et après, n'importe quel fidèle devrait rentrer gratos. C'est une contribution. J'ai pas dit que ce serait une obligation. C'est-à-dire ça devrait être beaucoup plus incitatif. Là, ça l'est, mais c'est quand même très discret, quoi. T'as envie de donner. Crois-moi bien, connaissant la psychologie humaine et la psychologie des foules, que si tu mets quelqu'un à l'entrée qui demande que tu files 1 euro et que le mec devant toi dit non, je veux pas, je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui se sentiraient obligés de le faire, sans forcément que ce soit obligatoire. Voilà. Je pense. Ouais, c'est ça, la petite boîte sur le côté, ouais. Tout à fait. Et voilà, personne ne donne. Je peux t'assurer que tu mets un mec devant qui dit vous voulez bien donner, tout le monde va rougir et dire ouais, bien sûr. Tout à fait. Voilà, bref. Donc, mercredi, c'est Pierrot qui vient nous voir pour nous parler de Musset. Vendredi, Vermintide 2. Dimanche prochain, Les Réprouvés. Bien entendu. Et ça va être formidable. J'ai hâte déjà. Et puis voilà, le mercredi suivant, c'est encore une réception. J'ai personne sur le mois de mars pour le moment.
Donc n'hésitez pas, encore une fois, venez parler, hein, soyez pas timide. Je pense qu'il y a une petite part qui doit pas trop poser, mais vous pouvez proposer n'importe quel sujet. Et puis voilà, donc à mercredi 21h30 pour parler de Musset. Je risque d'en dire un petit peu du mal, Pierre ne sera pas content. Et puis voilà, d'ici là, je vous dis bonne soirée à tous, bon courage pour ceux qui bossent demain. Et puis reposez-vous bien pour les autres, hein. Allez, à plus.